Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'actualité et je vais essayer de débunker avec vous un sujet qui revient très souvent, c'est la façon d'investir pour chacun d'entre nous. On n'est pas tous pareils, on a des actifs, c'est-à-dire des personnes qui travaillent, qui ont un salaire et qui se construisent un portefeuille, et puis on a des gens qui n'investissent plus, qui ont une famille et tout, et qui veulent juste épargner en bourse, tandis qu'il y a des gens qui veulent accélérer leur quête d'investissement en faisant des coups, des gros trades, et finalement des gens qui sont dans la phase de redistribution, on appelle ça. C'est-à-dire, ils ont 50, 60 ans, ils ont assez épargné, ils veulent investir pour compléter leurs revenus de fin de carrière ou de retraite. Ce n'est pas la même façon d'investir pour tout le monde, selon notre âge, selon ce qu'on veut, et nos objectifs en bourse, et nos objectifs capitalistiques. Donc, troisième volet de cette vidéo va être les entreprises que je surveille et les informations nouvelles par rapport au pétrole. Je parle beaucoup de pétrole, je parle beaucoup d'actions pétrolières en ce moment, mais c'est mon ressenti. Bien évidemment, c'est pas du tout un conseil d'investissement, c'est juste mon avis et tout ça, c'est à but pédagogique. Donc, on commence par la news sur Trump. Donc, je tourne la vidéo le 29 mai. Donc on est bien un jeudi. Et jeudi après minuit, vers 1h du mat, Trump s'est fait bloquer toutes ses mesures douanières par des juges américains. Donc US Trade Court, c'est les juges américains, c'est la Cour de justice américaine, DOJ en anglais, vous allez aussi voir ce terme, DOJ, Department of Justice. Ils ont bloqué tous ces tarifs, ils disent que c'est inconstitutionnel et c'est illégal de mettre ces tarifs comme ça et de décider de la hauteur de ces tarifs d'une façon aussi arbitraire. Effectivement, les juges sont très puissants aux États-Unis, donc qu'est-ce qu'il peut faire, Trump, là? Il peut faire appel, et il peut aller très loin dans une sorte de procès entre l'administration Trump et la Cour de justice. Ça prendra très longtemps, bien plus longtemps que les délais qu'il a accordés à la Chine ou à l'Europe, par exemple. Donc, plus de droits de douane pour l'instant, de façon quasi officielle. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Les marchés ont explosé. Enfin, les futurs, parce que c'était fermé. Donc, il y avait déjà les résultats d'NVIDIA qui étaient excellents. Comment dire, c'était un optimisme, un vent d'optimisme sur toute la tech, qui porte déjà le marché qui est surpondéré. Plus de droits douaniers, donc la consommation discrétionnaire, elle est optimiste aussi. Donc, on voit les futurs exploser à plus de 1-2% avant ouverture. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le CAC 40 a ouvert en très forte hausse et là, il rebaisse petit à petit. Le pétrole aussi a explosé à la hausse pour rebaisser. Donc tout ça est à surveiller de près et faire attention au coup de fouet, le wipe out. Le coup de fouet, c'est des sortes de news comme ça que les marchés apprécient, mais que les institutionnels jouent à l'inverse. C'est-à-dire, ils vont acheter massivement en avant-ouverture, et dès que ça ouvre, ils vont tout vendre et acheter des puts. C'est-à-dire vendre à découvert. Et du coup, le marché redescend. Bref, ça c'était l'info du jour pour vous expliquer pourquoi ça monte. Par contre, la tech est un petit peu décorrélée de tout ça parce que c'est le secteur de l'intelligence artificielle qui l'apporte beaucoup plus que les taxes douanières. Donc voilà pour les infos. On vient là, donc Trump tout content, avec un marché vert. Et là, c'est les bears. Bears, c'est les gens baissiers, c'est les pessimistes. Parce qu'on dit bullish, bearish. Bullish comme le taureau qui monte comme ça avec son cou pour donner un coup, donc ça monte. Et bear parce que un ours pour frapper ou pour griffer, il fait baisser son bras avec ses griffes. Donc là, c'est les gens baissiers qui regardent les futurs du Nasdaq. Ça, pour le contexte, c'est le président de l'Afrique du Sud quand il a rencontré Trump. Et là, on a une belle photo des gens baissiers qui sont choqués. Et s'ils avaient acheté des puts, ils crament leur compte. Bien évidemment, mon portefeuille a augmenté. Augmenté, bien sûr qu'il augmente, mais il a changé par rapport à tout ça. Bien évidemment, ce n'est pas du tout sa constitution en temps réel. Ça, c'était hier matin quand je préparais la vidéo. Donc, on a beaucoup plus de total. Je pense que j'ai atteint 60%. J'ai renforcé Schneider, j'ai renforcé ASML et j'ai baissé du L'Oréal. Donc, je pense que je vais tout solder en L'Oréal aujourd'hui. J'ai fait assez d'argent avec L'Oréal. Certes, j'ai pas fait de grosses mises. Enfin, je n'ai pas fait de grosses je n'ai ni doublé ma mise ni quoi que ce soit, mais j'ai fait du 20% à peu près, sans compter les dividendes, pour une entreprise solide qui croît très lentement.
C'est assez. Parce que là, il y a beaucoup d'opportunités sur Total et tout. S'il y avait rien sur Total et ASML et Schneider, je garderais sûrement mon bac sur L'Oréal. Vu que j'ai augmenté ma position sur Total, le dividende prévu sur Total aussi a augmenté, donc on est plus haut que 600, hein. Donc trimestriellement, franchement, ça fait du bien. Et en parlant de ça, en parlant des dividendes, je voulais vous dire que franchement, les gens qui investissent sans prendre en compte, si il faut prendre en compte la santé de l'entreprise, la croissance, tout ça, mais si vous ne prenez pas en compte le retour à l'actionnaire, c'est-à-dire les dividendes, vous allez prendre cher, clairement, parce que vous allez avoir du manque à gagner dans des phases baissières comme avril. Avril et début mai, moi j'ai réinvesti beaucoup de dividendes dans les entreprises. Déjà, j'avais un dividende de Total que j'ai réinvesti, j'avais du ASML, j'avais du Schneider, j'avais du LVMH, j'ai tout réinvesti. Ça me faisait quoi, 25-30% de mon salaire que je réinvestis, 25 ou 30% de l'épargne que je mets de côté chaque mois pour réinvestir. Donc j'ai une plus forte capacité d'investissement dans ces moments-là. Et juste en parlant de ça, ça c'est les retours par an du S&P 500 par décennie et les contributions des dividendes par rapport à ces décennies. Donc là, on voit que ça baisse effectivement, mais il faut savoir que le retour à l'actionnaire, que ce soit en rachat d'actions dividendes, est une part significative, même à 15%, c'est une part significative du retour. Si vous faites du capitalisant et que vous dormez et que vous n'avez pas de swing, ou sinon vous n'avez pas de dividendes à réinvestir et que vous dormez, vous allez juste avoir une épargne qui s'apprécie très lentement. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas un facteur d'enrichissement. Pour créer un facteur d'enrichissement, il faut créer la notion de revenu passif ou de revenu récurrent actif. C'est comme ça qu'on s'enrichit. En bourse, le revenu récurrent actif, c'est les swings. On achète par exemple un Uber ou un truc en avril. On achète Elf en avril, c'était à 59. On achète Elf en avril. Elf aujourd'hui, elle est à 120. Enfin, ouais, elle est à 116. Vous l'achetez à 59,60, vous avez doublé votre mise en un mois. Ça, c'est des swings qui rapportent beaucoup d'argent. Sinon, vous achetez du Total ou du Petrobras par exemple, ou du BTI, et vous faites du 10% par an. Et ces 10% par an, c'est équivalent à quoi? 2,5% par trimestre. Chaque trimestre, vous avez 2% de votre capital que vous réinvestissez, en plus de votre épargne. Ça ne vous fait pas une épargne lente, dormante, qui s'apprécie comme les DCA mensuels sur ETF. Ça vous fait un vrai levier d'investissement et d'accroissement du capital. Donc j'y crois beaucoup. On passe à ce que je voulais vous dire. Là, j'ai pas de slide par rapport à ça, mais je voulais juste vous expliquer quelque chose par rapport à la façon d'investir. Donc, sur la continuité de ce que j'ai sur les dividendes, il y a trois grandes façons dans lesquelles les gens mettent leur investissement sans forcément le prendre en compte. On a soit de l'épargne, soit de l'investissement, je mets des grosses guillemets sur ça parce que je vais tout expliquer, soit du swing trading ou les gros coups, on appelle ça. L'épargne, c'est-à-dire la personne lambda qui met 300 balles par mois sur un ETF SP500. Soyons clairs, vous épargnez mieux que votre livret A, mieux que vos fonds euros, vos assurances vie, c'est très bien, mais vous n'allez pas vous enrichir. 300 balles par mois, vous n'allez pas vous enrichir. Et les 10% par an, vous n'allez pas forcément les avoir. Vous allez avoir des années à moins 10, des années à 0, des années à plus 20. Et en plus, les plus 20, vous n'allez pas les avoir complètement parce que vous faites du DCA, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les 20% de l'année parce que vous achetez à chaque fois plus cher. Certes, vous achetez aussi moins cher, mais, du DCA sur ETF, c'est une sorte d'épargne, certes performante, mais c'est de l'épargne. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de ETF. C'est une bonne façon d'épargner, mais c'est de l'épargne. Moi, je ne suis pas dans une optique d'épargner. Quelqu'un qui épargne, c'est quelqu'un qui a des très gros revenus, qui vit sa vie, qui n'a besoin de rien et qui épargne, qui met de côté. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis relativement jeune, j'ai pas encore 30 ans, je ne suis pas encore marié, pas d'enfant, j'ai un salaire bien, donc je suis dans une optique investissement, prise de risque. Je veux accroître mon capital, comme ça, dans un moment de ma vie, je pourrais me dire, bah voilà, là, j'épargne. Ou sinon, je passe à la phase redistribution. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'épargne, et il y a aussi l'investissement. C'est là où je m'inscris. L'investissement, c'est-à-dire, on vise un retour. On veut pas une épargne dormante qui s'apprécie. On veut un retour, un réel retour, un truc passif qu'on voit. Et c'est là où je pense que les actions individuelles sont un très bon vecteur d'investissement. Bitcoin aussi, même si je ne suis pas assez connaisseur en crypto-monnaie, mais si vous savez faire du swing trade. Mais là, on va parler sur le troisième point. Bref, les actions individuelles, l'immobilier, tout ça, c'est de l'investissement. Vous ne faites plus dormir votre épargne de côté,
vous achetez des actifs et vous les faites travailler. Quand on achète un appart, on a des loyers, on peut réinvestir les loyers dans un autre appart, c'est-à-dire en s'endettant et en remboursant la dette avec le loyer, etc. On peut faire du marchand de biens avec l'immobilier, on peut faire plein de choses. Et c'est un actif qu'on contrôle à notre guise pour faire sortir du cash flow. Et c'est la même façon euh, par laquelle travaille et dans laquelle je m'inscris quand j'achète des entreprises individuelles. Quand j'achète du total, je fais attention au rendement, je fais attention à l'entreprise et je fais attention à la santé du bilan et je sais que chaque trimestre, j'aurai un revenu passif. Qu'est-ce que je fais avec ce revenu passif? Je choisis soit de créer une sorte de boule de neige et de réinvestir en total pour avoir un meilleur dividende le trimestre prochain, soit j'investis dans des entreprises qui sont très sous-évaluées et qui vont forcément croître. Par exemple, là, ASML par exemple, ou je sais pas, LVMH si elle crash, ou des entreprises comme ça. Mais on a un cash flow et on a des flux qui viennent et qu'on redirige. Ce n'est pas un ETF qui dort, on n'a rien comme contrôle dessus. Et ça, c'est la partie investissement. Et la troisième partie, c'est la partie swing trading ou gros coup. Là, c'est à peu près le marchand de biens en immobilier. En bourse, c'est acheter, revendre, mais sans faire du trading journalier ou quoi que ce soit. C'est repérer des tendances, acheter quand c'est pas cher, vendre quand c'est cher. Si vous y connaissez un minimum en bourse, en avril, vous avez beaucoup acheté. En avril, je vous donne l'exemple de Elf Beauty. Elf Beauty, c'est une entreprise de cosmétiques, petite capitalisation. Elle était à 59. Là, elle est à 116. Vous avez mis 10 000 balles, vous ressortez avec 20 000 balles. Franchement, c'est bien 20 000, 10 000 balles de perf. Et ces 10 000 balles, vous pouvez soit épargner une partie, investir une partie dans des trucs de rendement, faire un apport immobilier pour réinvestir ailleurs, ou prendre les 10 000 balles et faire un autre coup. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, il faut beaucoup de connaissances, certes, mais rien n'est gratuit. Il faut que vous vous intéressiez à la bourse, il faut que vous vous intéressiez aux fondamentaux, aux tendances. Un autre exemple de swing trading facile, Microsoft, ça cotait 355 en avril, fin avril. 355, aujourd'hui c'est 455. C'est une entreprise zéro risque. Elle, on peut dire, c'est une petite capitalisation. Zéro risque sur Microsoft. Vous faites 100 dollars par action. Vous mettez quoi? Euh, vous mettez 10K. 10K. Donc, à peu près 35 actions, Microsoft. Vous ressortez avec 3500 dollars. Tranquille, zéro risque. Et si ça rebaisse, vous auriez eu du Microsoft à bas prix quand même. Mais c'est comme ça que je m'inscris dans l'optique de l'investisseur. Je ne veux pas épargner. Je veux épargner un tout petit peu, je le mets sur un livret A et tranquille. Ce que je mets en bourse, en immobilier, c'est pour investir ou pour faire des gros coups. Les gros coups, ça m'arrive. L'année dernière, Google, j'ai fait un petit gros coup. C'est comme l'exemple que je donnais sur Microsoft. J'en avais acheté plein à 130 et j'en ai vendu plein à 200. Donc ça fait quoi? 70 balles pour... Enfin, ça fait un gros pourcentage. Même chose sur Tesla. J'avais acheté du Tesla à 140, je l'ai vendu à 250. Et c'est avec ça que j'ai fait des apports immobiliers, par exemple. C'est comme ça qu'on peut accroître le capital d'une façon plus ou moins rapide. Et si on est régulier, si on fait ça plusieurs années, notre capital, il croît et c'est réel. Par contre, un ETF ne va pas nous enrichir, il va juste nous assurer une petite épargne de bonne qualité. Meilleure que le livret A, meilleure que les fonds. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ça. Je vais maintenant parler du pétrole. Donc là, regardez bien, c'est les exportations du pétrole, LNG, donc en gros en français, gaz naturel liquéfié. C'est les exportations. Et regardez bien le moment où ça baisse. Ça baisse en mai et ça baisse très très fort. Pourquoi? Parce que les prix se sont effondrés. Les prix se sont effondrés, donc les puits de pétrole n'étaient plus rentables pour certains producteurs, notamment américains. Et du coup, bah, on arrête tout simplement d'utiliser tout ça et ça crache. Voilà, donc baisse de l'offre, forcément par rapport à la demande, ça va augmenter. Là, c'est un graphique très important, les gars. C'est la production de pétrole par rapport au nombre de puits de pétrole en activité. On a donc en rouge la production et en bleu les puits. On voit une diminution des puits de pétrole contre une augmentation de la production. Et ce n'est pas soutenable. Il y a l'un des deux qui a tort. Soit les puits de pétrole vont réaugmenter, mais ça ne peut pas se faire d'une façon brutale. Il faut beaucoup d'argent et surtout un prix de pétrole élevé. Regardez, après 2020, ça a explosé avec tous les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Russie, tout ça en Ukraine. Les prix ont explosé. Les prix ont explosé, donc on a creusé plus de puits, c'était très rentable. Mais maintenant que les prix se stabilisent,
il y a beaucoup de producteurs qui ne trouvent plus leur compte à creuser et à exploiter des puits ou des gisements. Donc, le nombre de puits a baissé, mais la production a continué à monter. Donc, il y a un truc qui ne va pas ici. Et je pense que c'est la production qui va s'effondrer, qui va suivre le nombre de puits. Parce que c'est tout le temps corrélé. Donc, c'est bullish pour le pétrole parce que l'offre va diminuer. Pour une demande constante, les prix vont augmenter. Là, Merz, c'est le nouveau chancelier allemand, il dit qu'on va faire tout notre possible pour ne pas réactiver Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'est les pipelines de gaz qui viennent de Russie, qui alimentent l'Europe, surtout l'Allemagne, en gaz, en pétrole et en plein d'hydrocarbures, mais c'est surtout le gaz. Et pourquoi l'Allemagne? Parce qu'ils avaient signé des deals avec eux. L'Allemagne, c'est la plus grande industrie d'Europe. Ils ont besoin d'énergie pas chère pour bien contrôler, garder leur avantage concurrentiel. Merz, le nouveau chancelier, il se tire une balle dans le pied, il dit on va faire tout pour que Nord Stream ne redémarre pas. Nord Stream ne redémarrera pas, qu'est-ce qui va se passer? Moins d'offres de pétrole et de gaz en Europe. Donc, moins d'offres de gaz en Europe égale, relative à la demande, des prix plus élevés. Encore la même chose, les États-Unis veulent isoler Moscou et ils veulent imposer des droits de douane à 500% sur toutes les entreprises qui achètent des énergies fossiles à la Russie. Donc en gros, ils veulent limiter l'offre encore plus. Si tu achètes ton pétrole à la Russie, 500% de droits de douane. Donc tu vas plus acheter ton pétrole à la Russie. Le pétrole russe ne va plus être dispo sur les marchés. Demande relativement à l'offre beaucoup plus élevée, donc bullish encore. Mais bien sûr, tout ça est à prendre avec des pincettes. Les tarifs, maintenant, vous voyez que la Cour de justice les a bloqués direct. Donc là, c'est une sorte de bonne nouvelle, vu que notre Zero Age, là, la chaîne d'infos très connue, dit, vu que les tarifs, les taxes douanières sont en pause ou sont supprimés, est-ce que le risque inflationniste a disparu? Si le risque inflationniste a disparu, bah du coup, vous allez baisser les taux, non? Et si la Fed baisse les taux, l'économie repart très fort, le pétrole va augmenter encore. Donc beaucoup de signes bullish encore plus. Ça, c'est sans prendre en compte les fondamentaux, c'est-à-dire l'explosion de la demande d'électricité, surtout dans les pays qui s'enrichissent, comme l'Inde, comme le Moyen-Orient, tout ça. Donc c'est la demande du rafraîchissement, non, c'est pas le rafraîchissement, mais la demande de la climatisation et du refroidissement. Sans parler des data centers. Hein. C'est juste une famille indienne pauvre, quand elle va s'enrichir, elle va s'acheter un climatiseur. On prend ça avec des pincettes et on rigole, mais c'est vrai. Et là-bas, il y a 1 milliard avec la Chine. Donc voilà ce que j'allais dire sur le pétrole. Donc beaucoup de signes bullish, hein. Surtout là, ça c'est incroyable. Là aussi avec la baisse des exportations. Et j'ai aussi un graphique que je vous ai pas mis, j'ai oublié. C'est le même, mais pour les exportations de l'OPEC+. L'OPEC+, a vu ses exportations baisser. Là, une divergence avec le Kazakhstan qui peut pas baisser sa production parce qu'ils sont en très grande difficulté budgétaire. Donc il fait baisser un petit peu les prix, mais sur le long terme, c'est bullish. Hein. L'énergie et la demande d'énergie va exploser. À moins d'inventer la fusion nucléaire et faire le endgame, le pétrole va être très utilisé. Et n'oubliez pas que c'est le liquide le plus abondant sur Terre à part l'eau. Quoi qu'ils disent, les écolos, le pétrole est là pour être brûlé et consommé. C'est comme ça que ça a été fait, et la Terre en regorge, et tant mieux pour nous. Seul le prix détermine comment et combien on va en sortir. Point. Elf, comme je vous ai dit, qui explose. Donc là, je vais vous parler de certaines actions qui m'intéressent en ce moment. Bien évidemment, Total, je continue à renforcer. Quitte à mettre all-in, je m'en fous. Tant que c'est bas, j'achète. Je ne toucherai pas à mes positions sur ASML et Schneider parce que j'y crois aussi. L'Oréal, je vais sortir aujourd'hui la totalité de ma position. Mais comme je vous disais, tant que l'action est sous-évaluée, j'achèterai. Par contre, il faut bien faire attention à avoir un retour sur investissement pour pas avoir un manque d'opportunités trop grand. Total, si ça double pas ou si ça fait pas plus 50%, je peux patienter avec un dividende de presque 7%. C'est très bien. Et je pourrais réinvestir dans d'autres trucs si c'est sous-évalué ou sur Total elle-même. Ce n'est pas comme si j'achetais une entreprise qui ne donne pas de dividende, pas de rachat d'actions et que je pense sous-évalué. Parce que le marché peut rester irrationnel plus que toi tu peux rester solvable. Donc voilà, donc Elf, une très belle entreprise. Je voulais acheter en avril, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Enfin, en bourse, bien évidemment, j'ai acheté d'autres choses. J'ai fait des petits coups ailleurs, mais j'aurais dû acheter Elf. D'autres entreprises qui m'intéressent, ASML, comme d'habitude. Schneider, comme d'habitude, mais surtout IMS. IMS, c'est une IMS and Hers, c'est le vrai nom. C'est une entreprise comment dire, de suivi pharmaceutique et médical.
C'est une sorte de plateforme qui vous donne un soin personnalisé par rapport à certains troubles ou maladies que vous avez. Ça a commencé par l'urologie et la sexologie et des maladies comme ça, pas forcément connues. Et puis ça a fait un carton chez les jeunes. Euh, Maintenant, ça touche beaucoup de médicaments, ça touche beaucoup de couvertures, et même maintenant, leur gros business, c'est l'obésité. Au début, ils ont commencé par faire concurrence à Novo Nordisk et Eli Lilly en créant des génériques et en le vendant. Mais maintenant, ils ont fait partenariat avec eux. D'abord avec Novo, peut-être avec Lilly plus tard. Et c'est une entreprise qui disrupte. On ne veut plus prendre rendez-vous à l'hôpital ou avec un médecin d'ici 3 mois. Sur IMSS, tout se fait sur l'appli, c'est très cool, c'est très clean. Et c'est un vrai risque de disruption pour les United Healthcare et les trucs comme ça. Donc, cette entreprise me paraît très bien. Je vais surveiller si elle baisse. Peut-être que je ferai un move. Il y a aussi la tech qui m'intéresse, mais légèrement, surtout Google. Sinon, c'est plutôt les infrastructures en intelligence artificielle et en data center, et les infrastructures énergétiques avec Total. Bien évidemment, n'oublions pas que le signe noir rôde toujours, et que le Japon n'est jamais très très loin. Parce que regardez, au Japon, on a une explosion des pertes dans les assureurs et les banques japonaises après le récent épisode des obligations d'État japonaises qui s'écroulent. Donc les obligations d'État japonaises s'écroulent, les actifs en obligations qui sont dans le bilan des banques et des assureurs s'écroulent, donc ils font des pertes. Certes, c'est des pertes irréalisées parce que c'est des moins-values, mais c'est très très lourd pour une banque. Et du coup, ils font des pertes et c'est pas bien. Et peut-être que ça va contaminer l'Occident en Europe, aux États-Unis. On ne sait pas. Faire attention au signe noir. Et sinon, voilà. Donc, je vous dirai à bientôt les gars. Et puis, bonne journée à vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour soutenir la chaîne et pour m'encourager à faire toujours plus de vidéos et plus d'efforts.